L'année 2026 a commencé par une série d'impacts climatiques. Des gels, des chutes de neige, des vents ouragans et des inondations se sont abattus sur les pays. Les scénarios habituels ont cessé de fonctionner. Et dans ce numéro, vous verrez comment une météo ordinaire peut instantanément se transformer en situation d'urgence. Europe. Le 6 janvier, l'Europe s'est retrouvée sous l'emprise d'une rude tempête hivernale. En France, en raison du verglas et d'une intense chute de neige sur les routes, une série d'accidents s'est produite, entraînant la mort de 5 personnes. Aux Pays-Bas, la compagnie aérienne KLM a annulé plus de 1000 vols en raison d'une pénurie d'antigel pour le traitement des avions contre le givre, ce qui a provoqué le chaos dans les terminaux et des files d'attente de plusieurs heures. Dans les Balkans, la combinaison de fortes chutes de neige et de pluies torrentielles a entraîné des inondations et des coupures d'électricité. Dans la capitale de la Bosnie-Herzégovine, Sarajevo, environ 40 cm de neige sont tombés, sous le poids desquels de nombreux arbres se sont effondrés. Et en Croatie, un fort vent a été enregistré avec des rafales allant jusqu'à 144 km/h. Au Royaume-Uni, le gel a atteint -12,5 degrés Celsius, des centaines d'écoles ont été fermées, et le fonctionnement des transports ferroviaires et routiers a été perturbé. Dans le nord de l'Italie, des températures négatives ont été enregistrées. Dans de nombreuses villes situées dans les plaines, y compris à Bologne, il est tombé de la neige. À Rome, des pluies torrentielles ont provoqué la montée du niveau du fleuve Tibre et la chute d'arbres dans les parcs en raison de la saturation excessive du sol en eau. En Espagne, la neige et le froid ont entraîné l'interruption du trafic sur une ligne ferroviaire de banlieue près de Madrid et ont perturbé la circulation sur plus de 40 routes. Au nord-ouest de la Grèce, la tempête hivernale a été accompagnée d'une tornade destructrice. Des dizaines d'arbres ont été déracinés, une ferme avicole a été détruite, entraînant la mort d'environ 30 000 poules. Des dommages ont également été subis par une base militaire. À partir du 8 janvier, la tempête Goretti s'est abattue sur l'Europe. La France a été la plus touchée. Dans la ville de Barfleur, les rafales de vent ont atteint 213 km/h. Environ 380 000 foyers sont restés sans électricité, des milliers d'arbres ont été renversés, et les villes côtières, y compris Étretat et Fécamp, ont été inondées. Le port de Dieppe a été fermé en raison de la surcote provoquée par la tempête. Des victimes en masse ont pu être évitées grâce au fait que la tempête a frappé profondément dans la nuit, lorsque les gens se trouvaient chez eux. Au Royaume-Uni, Goretti a apporté des rafales de vent allant jusqu'à 160 km/h. En conséquence, 57 000 foyers se sont retrouvés sans électricité. Sur l'île de St. Michael's Mount, la tempête a renversé près de 80% des arbres. Dans le pays, le trafic ferroviaire a été suspendu et environ 70 vols ont été annulés à l'aéroport de Heathrow. Une personne est décédée lorsqu'un arbre est tombé sur son camping-car. En Allemagne, la tempête hivernale a paralysé le pays avec de fortes chutes de neige et des tempêtes de neige. Au nord du pays, le trafic ferroviaire interurbain s'est complètement arrêté. Le grand nœud de transport de Hanovre s'est retrouvé bloqué. Sur les routes, des embouteillages de plusieurs kilomètres se sont formés en raison des camions bloqués. En Bavière, 3 personnes sont mortes dans des accidents de la route sur des chaussées verglacées. La tempête a forcé la fermeture de l'usine Volkswagen à Emden. Dans les hôpitaux, en particulier à Hambourg, une forte augmentation du nombre de patients souffrant de blessures a été constatée. En Belgique, la tempête a entraîné des centaines d'appels aux services d'urgence en raison des arbres renversés. La vitesse du vent atteignait 100 km/h. En Serbie, certaines régions sont restées plusieurs jours sans électricité. En Hongrie, la température dans l'une des vallées montagneuses est tombée à près de -33 degrés Celsius. Dans la capitale de la République tchèque, Prague, la neige a paralysé la circulation. Et en Roumanie, environ 4000 foyers sont restés sans électricité.
Le 10 janvier, dans la municipalité grecque d'Alexandroupoli, pendant un front orageux venu de la mer Égée, un violent grain sans précédent s'est soudain abattu, avec une vitesse atteignant 154 km/h par heure. Il n'a duré que quelques minutes, mais a laissé derrière lui de gros dégâts. Le vent cassait d'énormes arbres et en arrachait certains avec les racines, ce qui a entraîné des dommages aux véhicules et la fermeture de presque tous les parcs urbains. Dans la zone côtière de la ville, les façades en verre ont été brisées, ainsi que des structures de bâtiments. Dans l'un des cafés, les clients cherchaient paniqués un abri pendant que le vent violent faisait rage à l'intérieur de l'établissement. Les navires ont été gravement touchés. Beaucoup ont été littéralement jetés à la côte. À l'aéroport Démocritos, le vent a endommagé 3 avions d'entraînement. La cause de ce phénomène était de puissants courants descendants d'air issus du front orageux, connu sous le nom de microburst. Les spécialistes ont également noté que le phénomène était local et extrêmement difficile à prévoir. À partir du 20 janvier, un autre puissant cyclone méditerranéen, Gary, a frappé l'Europe. Il s'est abattu sur le sud de l'Italie, touchant la Calabre continentale, ainsi que les îles de Sicile et de Sardaigne. Des inondations massives, des glissements de terrain et des destructions ont été enregistrés aussi bien dans les zones côtières que dans les zones intérieures. L'eau a inondé les rues, les voitures et les rez-de-chaussée des bâtiments, et les gens ont été évacués en bateau. La situation la plus grave s'est produite dans les villes de Catane en Sicile et Catanzaro en Calabre, où les inondations et les destructions d'infrastructures ont atteint leur ampleur maximale. Les dommages causés par l'impact de la tempête, rien qu'en Sicile, dépassaient, selon les estimations préliminaires, 1 milliard d'euros. Le long de la côte ionienne, la tempête a provoqué des vagues atteignant 10 mètres de hauteur. Elles ont détruit les promenades, endommagé les ports et coulé des bateaux de pêche. Et dans la commune de Santa Teresa di Riva, elles ont détruit un tronçon de route côtière. Dans le détroit de Sicile, une vague de 16 mètres a été enregistrée, la plus haute jamais mesurée en mer Méditerranée. La tempête s'est accompagnée de précipitations extrêmes. Dans la commune de San Sostene, près de 570 mm de pluie sont tombés en 72 heures, dépassant la norme semestrielle de précipitation et provoquant des inondations soudaines et des glissements de terrain. Le service de ferry vers les petites îles a été presque totalement interrompu et certaines localités se sont retrouvées isolées. À Malte, le cyclone a causé de sérieuses perturbations dans les transports et des destructions dans les zones côtières, en particulier au sud de l'île. Amérique du Sud. Au début de janvier, en Amérique du Sud, où c'est actuellement le plein été, le temps semblait s'être inversé. À partir du 4, dans le sud du Brésil, où il devrait normalement faire chaud à cette période, une météo anormalement froide s'est installée. Dans 70 villes de l'état du Rio Grande do Sul, des températures minimales inférieures à 10 degrés Celsius ont été enregistrées. Les thermomètres dans la région de Campos de Cima da Serra sont descendus à plus 1,5 degré et les environs étaient couverts de givre, ce qui est extrêmement atypique en plein été. En même temps, au Chili, au contraire, des températures anormalement élevées atteignant 42 degrés Celsius ont été enregistrées. Cette chaleur, un vent variable fort et une sécheresse décennale ont provoqué des incendies de forêt massifs. Le 16 janvier, des milliers de personnes dans les régions de Biobío et Ñuble ont dû être évacuées quelques heures seulement après que le feu a commencé à se propager rapidement. La situation la plus critique s'est produite dans la commune de Penco. À 1h30 du matin, l'incendie est devenu incontrôlable. Un vortex de feu s'est formé qui engloutissait littéralement les maisons. Le phénomène a atteint des proportions sans précédent. Les flammes ont atteint la mer, ce que, selon les habitants locaux, n'était jamais arrivé auparavant. Plus de 50 000 personnes ont été évacuées, plus de 1000 ont trouvé refuge dans des abris temporaires. Un témoin oculaire a raconté que la fumée était si toxique que les gens quittaient leur maison en hâte dans ce qu'ils portaient, sans rien emporter. S'ils avaient tardé ne serait-ce que 20 minutes, ils auraient pu brûler vifs. Mais il y en avait qui ont décidé de rester pour protéger leurs biens. Pour certains, cela leur a coûté la vie. Dans cette région, les gens vivent en communautés soudées et se connaissent bien, donc chaque perte est ressentie particulièrement fort. 20 personnes ont péri dans les flammes.
Le village côtier stratégique de Lirken a également été touché, l'un des principaux ports de la région et un nœud de transport clé reliant le Grand Concepción au reste du Biobío. Le feu a détruit plus de 50 000 hectares de forêts, de terres agricoles et de plantations. Environ 2000 bâtiments ont été totalement ou partiellement détruits. Une caractéristique distinctive de la saison actuelle des incendies a été l'ampleur massive des territoires brûlés. Elle a presque triplé, alors que le nombre d'incendies reste dans la norme et même en dessous de la moyenne. Cela signifie qu'un plus petit nombre d'incendies cause beaucoup plus de dommages, et cette tendance devient de plus en plus courante lors des saisons d'incendies de forêt dans le monde entier. Le 12 janvier, sur la côte atlantique de la province de Buenos Aires en Argentine, une énorme vague d'au moins 5 mètres de hauteur s'est soudain abattue. La mer, qui était calme jusque-là, s'est soudain retirée pendant plusieurs minutes, puis s'est écrasée avec force sur la côte. À ce moment-là, il faisait très chaud et les plages étaient bondées de monde. La vague a emporté les baigneurs, ainsi que les parasols, les chaises longues et les tentes de plage. Les sauveteurs ne pouvaient physiquement pas aider tout le monde en danger. Dans la ville de Santa Clara del Mar, un homme a été projeté sur les rochers. Malheureusement, il est décédé. 35 personnes ont été blessées. Les spécialistes ont classé ce phénomène comme un météo-tsunami, une oscillation rapide et anormale du niveau de la mer, ressemblant extérieurement à un tsunami, mais survenant sans tremblement de terre, sous l'effet de perturbations atmosphériques telles qu'un changement brusque de pression, une forte tempête ou un front froid se déplaçant rapidement au-dessus de l'océan. Ainsi, dans le port de la ville de Mar del Plata, avant l'arrivée de la vague, le niveau de la mer a chuté brusquement de 45 cm, suivi d'une hausse de près de 90 cm. Il convient de noter que les météo-tsunamis sont pratiquement imprévisibles, ce qui les rend extrêmement dangereux. Activité solaire. Le 18 janvier, une puissante éruption solaire de classe X 1.9 s'est produite sur le Soleil, l'une des plus fortes selon la classification adoptée. L'événement a été accompagné d'une éjection de masse coronale, un nuage de plasma chargé et de champs magnétiques dirigés vers la Terre. Dès le 19 janvier, l'éjection a atteint la magnétosphère terrestre et a provoqué une forte tempête géomagnétique. Selon le Centre de prévision de la météo spatiale, son niveau a atteint G4, la 4e catégorie de force sur 5 possibles. De telles tempêtes peuvent causer des dysfonctionnements dans les systèmes satellitaires, les communications radio et la navigation, augmenter la résistance atmosphérique pour les satellites en orbite basse et créer des surcharges dans les réseaux électriques. En même temps, une tempête de radiation solaire de niveau S4 a été enregistrée. Cet événement fait partie des épisodes rares et les plus forts du XXIe siècle. Les tempêtes de radiation représentent un risque accru pour l'électronique satellitaire, les astronautes et l'aviation sur les routes polaires. L'un des effets les plus visibles de la tempête géomagnétique a été les aurores boréales, observées dans l'hémisphère nord pendant 2 nuits, et à des latitudes nettement plus au sud que d'habitude. Des rapports d'aurores sont arrivés d'Europe, y compris de France, d'Espagne, du sud du Portugal, ainsi que des États centraux des États-Unis. Un tel phénomène simultané d'activité solaire extrême se produit extrêmement rarement. République démocratique du Congo. Le 13 janvier, après de longues pluies torrentielles, un important glissement de terrain s'est produit dans la province du Nord Kivu. La catastrophe a eu lieu de nuit et a pris les habitants par surprise, alors que la plupart d'entre eux dormaient. Des coulées de boue et des débris rocheux se sont abattus sur le village, emportant tout sur leur passage. Des dizaines de maisons d'habitation ont été complètement détruites ou ensevelies. Un tronçon de route, vital pour l'approvisionnement de la région, a également été enseveli. Cela a considérablement compliqué l'opération de sauvetage et la livraison d'aide aux victimes. En conséquence, 28 personnes ont péri.
20 autres ont été blessés. Des dizaines de familles se sont retrouvées sans abri. Australie. Le 15 janvier, dans le sud-ouest de l'État de Victoria, des pluies torrentielles ont provoqué une inondation rapide. Plus de 175 mm de précipitations sont tombées en 6 heures. Et sur le mont Cowley, plus de 180 mm ont été enregistrés, battant un nouveau record journalier. Les rivières sont sorties instantanément de leur lit. Des torrents d'eau ont emporté des automobiles. Des dizaines de voitures ont été entraînées dans l'océan. Les gens se sont retrouvés bloqués dans les villes côtières. Environ 400 habitants et touristes ont été évacués des zones basses et des campings. 2 hommes n'ont pu être sauvés que par les airs. Il convient de noter que les SMS d'alerte d'urgence concernant l'inondation sont arrivés avec un grand retard, 30 minutes après la fin de l'évacuation. Les services de secours ont déclaré n'avoir jamais été confrontés à un tel volume de précipitations. En raison des inondations, des glissements de terrain et des dommages à la chaussée, la Grande Route océanique, attraction touristique majeure, a été fermée. Les habitants locaux ont qualifié cette inondation de la plus forte de l'histoire de la région et ont admis que la tempête les avait pris au dépourvu. Une semaine plus tôt seulement, des incendies de forêt ravagèrent la région et les plans d'évacuation étaient calculés uniquement pour la menace du feu et non pour l'arrivée soudaine de l'eau. Russie. L'hiver actuel est devenu l'un des plus rudes pour le Kamtchatka depuis des décennies et s'est pratiquement transformé en un blocus neigeux prolongé. Dès décembre 2025, la situation a commencé à dépasser les normes. Dans la ville de Petropavlovsk-Kamtchatski, plus de 3 normes mensuelles de précipitations sont tombées en un mois. En janvier 2026, les chutes de neige n'ont fait que s'intensifier. À partir du 13, plus d'un volume mensuel de précipitations s'est abattu sur la capitale régionale en seulement 4 jours. La hauteur de la couverture neigeuse à la station météorologique de Petropavlovsk-Kamtchatski a atteint 171 cm. Et dans certains quartiers de la ville et de ses banlieues, les congères dépassaient 2,50 m. Même sur les images satellites, la capitale du Kamtchatka était presque entièrement cachée sous une couche dense de neige. Un tel hiver neigeux n'avait pas été observé dans la région depuis plus de 50 ans. La tempête s'accompagnait d'un vent très fort, avec des rafales dépassant localement 100 km/h, ce qui a fait que la neige ne s'accumulait pas simplement, mais formait devant les bâtiments des dunes neigeuses denses de plusieurs étages de hauteur. Les gens sortaient de chez eux en sautant directement dans les congères. Les portes et fenêtres des étages inférieurs étaient enfoncées par la neige. Les routes ont été fermées, les cours dans les écoles annulés, les transports publics arrêtés, et l'infrastructure urbaine s'est retrouvée en état de collapse. Les habitants locaux notèrent que les prévisions des météorologues ne les avaient en rien préparés à ce qui s'est passé. Pensant devoir simplement attendre la tempête pendant quelques heures ou au maximum manquer le travail, beaucoup se sont retrouvés bloqués chez eux pendant 5 jours sans réserve de nourriture. Dans certains quartiers, l'électricité a été coupée. Les bâtiments du secteur privé, où la plupart des maisons sont chauffées à l'électricité, se refroidissaient en quelques heures. La catastrophe a entraîné des victimes humaines. 2 hommes âgés sont morts à cause de chutes de neige des toits. L'un d'eux a pu être déterré vivant. Mais l'ambulance, en raison des rues non dégagées, est arrivée trop tard. Après ces incidents, un régime d'urgence a été instauré dans la ville et un danger d'avalanche déclaré. Les services de secours ne parvenaient physiquement pas à répondre à tous les appels. Et les gens s'unissaient pour déblayer eux-mêmes les maisons, aider les voisins âgés et les transporter chez les médecins. Selon les habitants, ce n'est qu'après le dégagement complet de la ville qu'on saura combien de personnes âgées isolées n'ont pas survécu à cette semaine neigeuse. Как метет? Поземка. Вон, смотри. Auparavant, la soudaineté de la météo rentrait dans des cadres compréhensibles. Par exemple, la pluie pouvait entraîner une inondation soudaine, mais les processus restaient malgré tout prévisibles. Aujourd'hui, la situation a changé.
Les scénarios ne correspondent plus aux attentes. Rappelez-vous, en Australie, on se préparait aux incendies et on a reçu une inondation. En Argentine, les gens se reposaient sur la plage et une vague anormale les a emportés. Au Kamtchatka, on attendait une tempête saisonnière et on a eu un blocus neigeux de plusieurs jours. En plein été au Brésil, un froid hivernal est soudain arrivé. Ce ne sont plus des anomalies rares isolées, mais une tendance stable. Désormais, le passage de la météo ordinaire à une situation d'urgence se réduit à des heures ou même des minutes, et les gens se retrouvent absolument sans défense face à la nature. Et la raison réside de plus en plus non dans des erreurs de prévision, mais dans le fait que les météorologues ne suivent tout simplement pas les processus qui se développent trop rapidement et en dehors des scénarios habituels. L'humanité traverse des temps difficiles. Pour tous les gens sensés, il est clair depuis longtemps, il n'y a aucun espoir que les cataclysmes s'arrêtent d'eux-mêmes. Sans action ciblée, leur fréquence et leur force destructrice ne feront qu'augmenter. L'humanité dispose déjà aujourd'hui de la possibilité d'éliminer l'influence de l'un des facteurs fondamentaux qui non seulement renforcent les catastrophes naturelles, mais menacent aussi la vie même sur la planète. Il s'agit du micro- et nanoplastique. Trouver un moyen de le priver de sa charge électrostatique, c'est aujourd'hui notre seule chance de ralentir l'accroissement de ces processus extrêmes. Chaque jour d'inaction, ce sont des opportunités manquées et des vies humaines perdues. C'est pourquoi, plus que jamais, le choix, la vérité et l'action de chaque personne sont importants. Il est temps de créer toutes les conditions pour que survive toute l'humanité.